Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Ça n'est pas pour me vanter, mais je suis un tout petit peu énervé de lire dans Libération mercredi matin que, je cite François Grasse, adjoint au maire de Toulouse en charge de la culture, le Mixar Myris n'est pas un lieu plus symbolique que la Cinémathèque ou le Centre dramatique national, et nous avons déjà de nombreuses dépenses allouées à la gestion de notre énorme patrimoine culturel. Façon de signifier sans doute la volonté de la mairie de Toulouse de fermer définitivement ce lieu, oui, symbolique, n'en déplaise à François Grasse et à son chef Jean-Louis Moudenc, d'une culture qui déborde et qui se construit hors des conventions guindées de certaines institutions culturelles. Et ça n'est pas le non-renouvellement en décembre de la subvention de Mixar Myris par Toulouse Métropole qui va arranger les choses. C'est à une mise à mort que l'on est en train d'assister, quelques semaines après la destruction par pelleteuse d'un bar sauvage sur bord de Garonne, le Bleu-Bleu, et à quelques jours de la fermeture définitive du pavillon Mazar, lieu dédié à l'expérimentation théâtrale. Au moment où le DAL 31 et le Centre solidaire Abbé Pierre sont sous le coup d'une demande d'expulsion de locaux qu'ils occupent sur le site de la Grave, eh bien, tous les lieux, toutes les structures qui avaient pourtant reçu des gages de pérennisation il n'y a pas très longtemps, sont en danger. Oui, parce que tous ces lieux, et je le répète, toutes ces structures avaient reçu des gages de pérennisation. Mais ça, c'était avant les élections municipales de juin dernier. Tout ce qui sort des clous est en train de se faire expulser de la ville. Place maintenant autour de bureaux, aux ramblas de pacotille et aux immeubles de standing. Cela n'est pas sans rappeler le sort fait au Royal de Luxe dans les années 80, lorsque cette troupe de théâtre de rue avait voulu s'installer ici, chez nous, de ce côté-ci de la Garonne. Eh bien, à l'époque, la mairie de Toulouse, le maire de l'époque, c'était Dominique Baudis, avait fait comprendre que leur projet culturel n'était pas en phase avec celui de la ville. Trop populaire, trop bruyant, trop sale en quelque sorte. Du coup, le Royal de Luxe était allé s'installer à Nantes avec le succès que l'on sait. On a de vrais visionnaires à la mairie et ça m'énerve vraiment. Allez, salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé par Marc Lazaro. Ce soir, on revient sur le conseil municipal de vendredi dernier avec François Piquemal, que nous aurons, je l'espère, dans quelques minutes au téléphone. François Piquemal, élu d'opposition sur la liste Archipel. Et puis, je recevrai les musiciens du groupe Jour, dont le nouvel album Sangria vient de sortir. Et comme ils ont amené leurs instruments, vous pouvez vous attendre à de la musique vivante pendant l'heure qui vient. Et puis, en fin d'émission, notre bon professeur Thibault nous délivrera une nouvelle rubrique pelliculaire, érudite et décalée. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Inspirée par la proposition de loi dite sécurité globale, visant entre autres incongruité à rendre impossible la prise de vue des actions policières pendant une manif, tout en permettant la même prise de vue, mais cette fois par des drones, pour la population qui sera en train de marcher dans les rues, et cela malgré les préventions du Conseil d'État l'année dernière par rapport à cette proposition. Corentin Grelier vient d'écrire cette chanson qui se retrouvera peut-être un jour dans un album. En attendant, elle est sur YouTube et tout de suite dans Caramel Mou. Corentin Grelier, le doigt dans l'œil, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Dans la rue
Jaurès au café du commerce, et même dès le réveil dans l'écran qui te veille. À genoux, à jeunesse, en vacances à la messe, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te surveille. Boulevard Victor Hugo, à la plage, au boulot, au musée des abeilles, au pays des merveilles. Debout dans le métro, sur la tombe de Rimbaud, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te surveille. Avenue Albert Camus, en public ou tout nu, au même endroit que la veille, demain ce sera pareil. Dessous, bien dessus, content ou bien déçu, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te surveille. Place François Villon, hors du passage piéton, à la bouffe, à la paye, sur les genoux d'une vieille. Au ciné ou sinon assis sur ton balcon, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te surveille. C'est Dieu, c'est drôle, c'est l'œil, c'est eux, c'est moi, c'est toi. Oui, c'est toi, c'est drôle comme c'est vieux, que l'œil fasse la loi. Dans la rue Jean Moulin, à la gym, au jardin, en terrasse au soleil, en riant au corneille, avec tous les copains ou tout seul dans son coin. Les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te surveille. Boulevard Charlie Hebdo, à ta place au goulot, au musée des abeilles, au musée des merveilles. De face ou bien de dos, bientôt dessous la peau, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te surveille. Dans le square Louise Michel, sur un banc à l'échelle, sans bouger d'un orteil, demain ce sera pareil. Même sans tuer Abel, même pour aller au ciel, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te surveille. C'est Dieu, c'est drôle, c'est l'œil, c'est eux, c'est moi, c'est toi. Oui, c'est toi, c'est drôle comme c'est vieux, que l'œil fasse la loi. Impasse de la liberté, tu peux t'asseoir sur l'idée. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? François Piquemal, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes élu d'opposition au conseil municipal de Toulouse et on vous joint ce soir au téléphone pour avoir des informations sur le conseil municipal de la semaine dernière. Un conseil municipal plutôt agité, semble-t-il. Jean-Luc Boudin, n'hésitant pas au début de la séance à fustiger les manifestants qui au même moment clamaient bruyamment leur soutien à Mixar Miris sous le coup d'une fermeture administrative. On vient d'en parler il y a 2 minutes. Mais également pour le maintien sur le site de la Grave des locaux du DAL 31 et du centre solidaire Abbé Pierre. Ces 2 sujets ont été abordés pendant ce conseil municipal, je suppose. Oui, ils ont été abordés. Nous, on a interrogé bien sûr Monsieur Moudin et sa majorité là-dessus. Bon, on a eu des réponses qui sont des non-réponses, c'est-à-dire de fait il y a une volonté de l'actuelle municipalité d'agir dans une certaine brutalité
vis-à-vis de tous les lieux qui peuvent représenter à des degrés divers et parfois assez fantasmés des contre-pouvoirs pour elle, qu'ils soient culturels ou de solidarité. On a appris également dans la semaine que la subvention que devait allouer Toulouse Métropole à Mixart Myris avait été aussi enlevée. C'est un pas de plus pour la fermeture programmée de Mixart ? Oui, c'est passé en catimini dans une des commissions culture de la métropole. Donc c'est un signifiant supplémentaire sur la vision que peut avoir la municipalité vis-à-vis de Mixart Myris, qu'elle voit comme un lieu qui lui échappe puisqu'il souhaite conserver, et c'est légitime, son autonomie. Donc derrière ça, les justifications, c'est que le dialogue est compliqué avec les animateurs de Mixart Myris, mais on voit que le problème est plus profond que ça, parce qu'au-delà de Mixart, on a eu l'épisode du bleu-bleu, il y a eu récemment encore le pavillon Mazar, il y a un conflit avec le château d'eau, donc on voit que beaucoup de lieux culturels sont sur la sellette avec l'actuelle municipalité qui a une vision très particulière, on va dire, et singulière de ce que doit être la culture, c'est-à-dire une culture au pas ou très commerciale. Pour revenir sur le château d'eau, on va simplement rappeler que depuis un an, le château d'eau est passé sous régime municipal et de nouveau passé sous régime municipal. Un certain nombre de salariés de l'association qui jusque-là gérait le château d'eau a décidé de partir. Les autres restant et devenant des employés municipaux. Et puis, dans la semaine, le tribunal administratif vient de débouter la mairie de Toulouse dans sa demande de s'approprier le fonds Dieu-Z qui alimente les expositions du château d'eau, ce qui fait que le château d'eau pourrait se retrouver avec un superbe bâtiment mais sans fond pour y exposer des photos. Oui, écoutez, c'est un peu l'ironie de l'histoire, mais ce qu'on observe, c'est que là on parle du secteur culturel qui est sur la sellette, je le disais, mais il y a eu une décision de justice aussi importante qui remet en cause le plan, le PDU, le plan de développement urbain. En fait, pour expliquer rapidement, c'est tout ce qui va concerner les moyens de transport et les plans de transport dans le futur, notamment la 3e ligne de métro, où il y a un point d'interrogation sur les impacts que ça va avoir sur sa réalisation. C'est qu'elle a déjà été annoncée reportée à 2028, alors que M. Moudin la promettait pour 2026, bien que toutes celles et ceux qui s'y intéressaient un peu savaient que c'était impossible. Et il en avait fait un argument de sa campagne électorale. Pas mal de domaines, oui. Oui. Et il en avait fait un argument de sa campagne électorale. Oui, bien sûr, c'était déjà un argument de sa première élection en 2014. Sauf que il avance des dates qui ne sont pas tenables pour ceux qui vont engager les travaux, et parce que ça demande un financement qui est très important et qui en fait mobilise énormément d'argent qui n'est pas mis ailleurs. Par exemple, sur le développement de bus en site propre qui serait davantage cadencé, ou sur le développement d'un grand plan vélo et piétonnier pour que ce soit plus simple de pouvoir se déplacer à Toulouse. Ces revendications qui sont portées par les élus de la liste que vous représentez à ce micro. Oui, tout à fait. Nous, on dit depuis le début qu'on n'est pas contre la 3e ligne de métro, étant donné qu'à présent elle a été lancée, mais on aurait été pour un reséquençage, et surtout on est pour ne pas insulter l'intelligence des gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut arrêter de faire croire que cette 3e ligne aurait pu arriver dès 2024. Tout le monde savait que c'était impossible, que c'était intenable, et il faut arrêter de faire croire que cette 3e ligne n'engage pas les finances de la collectivité, puisqu'elle est estimée à un coût quasiment avoisinant les 3 milliards d'euros. Donc on se rend bien compte de ce que ça peut être pour une collectivité comme Toulouse. Et à côté de ça, la crainte qu'on peut avoir, c'est que le tracé qui a été prévu
si tant est qu'il arrive au mieux donc en 2028, mais ça encore, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques là-dessus. On espère qu'il ne sera pas obsolète à son arrivée par rapport à ce qui avait été prévu en 2014. Parce que ça fait quand même quasiment 15 années de différence et la ville a évolué. Les dynamiques de population aussi. On traverse actuellement une crise sanitaire, mais aussi sociale, qui peut avoir des impacts, notamment sur les entreprises. Donc tout ça est un peu pour le moins rocambolesque et pas très prudent. Pour reparler un peu de Mixart et des problèmes urbains à Toulouse, on se dit aussi que le fait de vouloir la fermeture à tout prix de Mixart en ce moment correspond aussi à un habitat, au fait qu'un habitat plutôt vétuste, juste les bâtiments de Mixart, et qu'on voit arriver comme le nez au milieu de la figure l'arrivée des pelleteuses qui pourraient bientôt transformer tout ce lieu-là en nouveau lieu d'habitation avec immeubles de haut standing sur le bord des berges de la Garonne, du canal du Midi. Oui, évidemment, mais ça, c'est finalement on rejoint l'autre problème qui est la gestion de l'Agrave et de la réquisition du DAL, parce que le DAL a été la première association à réellement théoriser avec des rapports et des chiffres à l'appui comment la gentrification se mettait en place depuis une petite dizaine d'années de manière accélérée à Toulouse. Et la gentrification, c'est quoi ? C'est la construction de logements qui ne sont accessibles qu'à une certaine partie de la population. Un tiers des appartements aujourd'hui appartiennent non pas à des Toulousains, mais à des Parisiens qui les louent à des Toulousains, pour le coup, et qui veulent faire de la spéculation locative, parce que c'est sur ce credo-là que ça leur a été vendu. Donc il est probable que derrière la mise à l'index de Mixart, il y ait effectivement à moyen terme un projet immobilier qui émerge, alors lequel on ne sait pas à ce stade et la municipalité se refuse de le dire pour l'instant, mais on va y être attentif évidemment. Très bien. Écoutez, vous reviendrez nous en parler assez régulièrement puisque dans l'équipe, on a décidé de vous faire venir de temps en temps pour justement nous dire un peu ce qui se passe du côté du conseil municipal, parce que effectivement, ce qui est en train de s'y préparer ne semble pas forcément toujours la rose. Merci beaucoup. C'est sûr, merci beaucoup, et je reviendrai avec plaisir pour en parler, parce que je pense que ça fait partie de notre mandat d'essayer d'informer les gens sur ce qui se passe dans leur ville et d'essayer de le rendre le plus clair possible, bien que parfois soit assez nébuleux, j'avoue. Merci beaucoup en tout cas François Piquemal de nous avoir rejoints ce soir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pas de toi, pas de chez moi. Dors, dors, dormir. Dormir où? Dormir avec les hiboux. Te voir danser, moi tomber. Te voir chanter, te voir chanter, moi tomber. Grimper sur tes genoux.
tomber, te voir chanter, te voir chanter, moi tomber. Marcher, 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 marcher sur lac gelé. Marcher, te voir marcher, moi tomber. Dors, dors, dormir. Dormir où? Moi pas de toi, pas de chez toi. Dors, dors, dormir. Dormir où? Moi pas de toi, pas de chez toi. Voilà, on vient d'écouter Moi tombé extrait donc du dernier album de Jour Sangria. Et Moi tombé, c'est le micro aussi qui vient de tomber. On était en train d'essayer de le remettre, ce qui fait que vous avez eu un petit trou d'une dizaine de secondes entre la fin du morceau et la reprise d'antenne. On était en train de faire des réparations d'urgence. Je reçois donc les trois musiciennes de jour, à savoir Julien Vitecoq qui tout à l'heure qui tout à l'heure jouera de la guitare, Sébastien Baquias qui est le contrebassiste du groupe, et Jour Domingo, la chanteuse, la compositrice également. Oui, avec Julien aussi, voilà, qui compose aussi. Et donc, Jour, actuellement un trio. Vous avez eu plusieurs formes avec ce groupe qui existe depuis quoi? Depuis 7-8 ans? Oui. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu plusieurs formes au niveau instrumental. On a commencé à deux, Voilà. à écrire les morceaux, à les jouer à deux. Assez vite, on a travaillé avec Nicolas Arnoux, là, un guitariste avec qui on continue de travailler, qui habite à Bruxelles. Là. Donc on a joué à trois, puis après on a monté on a joué avec un batteur, on a joué avec Mathias Imbert, on a joué. Enfin oui, En fait, à la base, on est des circassiens. Voilà, c'est vrai que on s'est dit, on va vieillir. Ouais. Et à un moment donné, on ne pourra plus faire de cirque, surtout de l'acrobatie. Parce que c'est vrai que l'histoire de Jour, c'est l'histoire d'une rencontre qui se fait au Lido. Ouais, à Lido de Toulouse, il y a quelques années. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait que, à part le fait qu'on devient vieux et qu'il y a des mouvements qu'on ne peut plus faire, qu'est-ce qui fait qu'on passe du cirque à la chanson, même si l'univers du cirque ne vous a jamais quitté? Plein de circassiens, c'est des musiciens. Ouais. Nous, on a toujours bricolé les musiques de nos spectacles. Et du coup, à un moment, on a eu envie de faire vraiment séparer les deux et monter un groupe de musique et avoir les spectacles de cirque à côté qui sont aussi contaminés. En fait, l'un vient contaminer l'autre. Dans les concerts, des fois, il y a des petits mini-trucs de cirque. Et ça arrive dans les spectacles de cirque, il y a des mini-concerts, quoi. Arrêtez de parler de contamination, s'il vous plaît. C'est pas un mot que l'on utilise avec beaucoup de plaisir en ce moment. Ici, dans cette émission, on recevait il n'y a pas très longtemps une chanteuse, Eka, une jeune chanteuse qui commence à se produire sur scène, enfin, qui espère se produire sur scène quand tout s'arrêtera, et qui vient elle aussi du cirque, et qui, à cause d'un accident, a été dans l'impossibilité de continuer sa spécialité. D'accord. Et donc qui effectivement vient aussi du cirque et qui s'était mis aussi à la musique. Ce qui fait que vous êtes des circassiens, vous êtes aussi des danseurs, Julien en particulier. Et c'est vrai que tout ça, vous le mixez autant dans vos clips que l'on voit régulièrement sur YouTube, que aussi dans vos spectacles tels qu'on a pu les voir. On a toujours essayé On a commencé à écrire des chansons en résidence, parce qu'on était en création de cirque, et les journées... on passait des journées entières à travailler des choses physiques.
Et en fait, on se rend compte que quand tu as bougé ou quand tu as travaillé physiquement pendant 5 heures dans la journée, déjà c'est beaucoup, quoi. Et la journée, il reste du temps. Et puis on s'est retrouvé dans un lieu où il y avait un piano. On a commencé à écrire les chansons comme ça, quoi. Et voilà, donc on a essayé de faire exister les projets séparément, de pas faire un simple mélange des choses, quoi. Donc dès qu'on s'est mis à faire de la musique, on s'est dit on va aller faire exister ce projet-là dans les réseaux de musique. Donc on est allé dans des cafés-concerts, beaucoup au Limonaire à Paris. D'ailleurs c'est là qu'on a commencé, mais on s'est dit voilà, si on fait de la chanson, de la musique, autant aller confronter ça au milieu de la chanson à Paris ou à Toulouse, au Bijou, etc. Et voilà, on essaie de faire exister les... D'abord le spectacle de musique et de chanson. Voilà, séparément, quoi. Et après, de temps en temps, là, par exemple, on est en création d'un nouveau spectacle de cirque et on a une envie et puis hop, on peut faire rentrer un morceau à nous ou une reprise. Enfin bon, on se sert de tous ces outils-là après, voilà, dans tous les projets. Mais au départ, on essaye de vraiment faire exister les projets. Donc vous sortez un nouvel album qui est peut-être l'album le plus produit, j'allais dire, par rapport au premier que vous avez sorti. C'est peut-être celui où on sent le travail du studio. Bon, d'abord, dans les antérieurs, il y a un album enregistré en public. Dans celui-là, peu de travail de production en studio. Mais c'est vrai que celui-là, on a l'impression vraiment que vous l'avez construit au fur et à mesure en studio et que ça se ressent au niveau du son, au niveau des instruments. Bon, vous avez eu l'aide d'un certain nombre de musiciens et pas des moindres. Il y a Koala qui est Freddy Koala, immense guitariste. On a pu l'entendre et on continue à l'entendre avec Bob Dylan en ce moment, mais il a joué aussi avec Ming DeVille, si je me souviens bien. Et Lassa. Ce qui est aussi assez étonnant parce que vous êtes aussi un peu dans cet univers-là, mais on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure de cet univers que vous partagez peut-être un peu avec Lassa. Donc il y a Freddy Koala, il y a Sandoval qui est venu aussi sur cet album. Et c'était vraiment une volonté de travailler la production ou c'est simplement parce que c'est tombé à un moment donné où on était tous confinés? C'est des rencontres en fait. Freddy il habite pas loin de chez nous, il est à 17 km dans un mini village dans le Tarn et il est venu, il nous a vus dans un théâtre perdu dans la montagne parce que pour moi le Tarn c'est la montagne. Ah oui. et la rencontre s'est faite comme ça. Et donc, il neigeait d'ailleurs le jour où il nous a vus. Il neigeait à Vaour. Ah ouais. Ah oui, si Vaour c'est la montagne, n'allez pas à Mazamet parce que là c'est les Alpes. Elle vient de Barcelone. Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est clair. Et en fait, pour la composition de ce disque, on a fait appel à un ami d'enfance, Antoine Éole, qui est vraiment un mec qui bidouille la musique, qui fait de la musique électro, du rock électro, qui habite à Berlin maintenant, là, et qui on lui a vraiment fait confiance, quoi, et on l'a associé au projet au départ. Donc nous, avec Jour, on a composé les morceaux, les chansons, enfin on a écrit les textes, on a composé un peu le squelette des chansons, et assez vite, tout de suite, on lui a envoyé. Et puis lui, après, voilà, on a travaillé avec lui. Lui, il s'est posé sur ce qu'on avait créé. Et après, à partir de là, on a... Freddy, c'est différent. On n'avait jamais travaillé avec lui, mais là, c'est des rencontres. Bernardo, c'est pareil. C'est quelqu'un qu'on adore, on a écouté ses disques. On avait envie de se faire plaisir. C'était un moment aussi un peu particulier. Et on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure de ce moment particulier qui est aussi à l'origine de la création de cet album et qui vous a accompagné pendant toute la création de cet album. Mais là, ce que je vous propose, c'est de nous jouer un premier morceau. J'espère que mon micro ne va pas tomber. Je l'espère aussi, pour le coup. Et donc, vous avez amené guitare, contrebasse, percussion. Donc, pour jouer un premier morceau, vous allez nous jouer quoi, là, Jour? On va faire Soy una mujer, ça veut dire je suis une femme. Et dans le micro, s'il vous plaît, qui n'est pas encore tombé. Soy una mujer. Très bien. Donc voilà, Jour. Ça vient du fond du cœur et j'aimerais la dédier à tous ces endroits qui Mixar, parce qu'on a fait plein de concerts à Mixar, on a fait...
Le bleu, vraiment, moi, je suis en colère, hein, comme toi. Ah, ouais. T'es en colère aussi. Ouais, c'était un lieu assez unique et qu'on ne retrouvera jamais plus. Comme Mixar, c'est un lieu assez unique et ça serait dommage de s'en passer. C'est vrai que vous avez aussi joué régulièrement à Mixar. On a joué à Mixar et surtout, on a créé et aussi, enfin pas surtout, mais on a joué, nous, on est très proche de Mixar depuis longtemps et on a notre premier spectacle qu'on a créé avec Jour, qu'on a tourné qui nous a vraiment lancé en cirque, on a tourné dans plus d'une 30aine de pays. On l'a créé avec les gens du groupe Merci. Ouais, d'accord. Avec Joël, Solange. Donc le groupe Merci, c'est le groupe qui était installé au pavillon Mazar. Donc nous, on a joué pas mal de spectacles aussi là-bas. Oui. C'est la famille, quoi. Et c'est vrai qu'il faut quand même le dire et le répéter. Mixar Myri, c'est pas parce qu'on ferme un lieu qu'on est énervé. C'est qu'on ferme un lieu qui permettait à des artistes de créer, qui était là aussi pour permettre à des artistes de faire ce qu'ils peuvent pas faire ailleurs. Avoir le temps, avoir un endroit pour poser les valises et pouvoir réfléchir à ce qu'ils font. Et c'est vrai que des lieux comme ça sont quand même des lieux assez uniques et très précieux. Et ça devient un peu imbécile de pouvoir s'en séparer comme ça, au nom d'ailleurs de je ne sais pas quoi. Mais enfin, on ne va pas commencer à en parler parce que sinon on y passerait des heures. Jour est là pour parler de son dernier album, aussi, Sangria. Et il nous joue un premier morceau, Soy una mujer. Soy una mujer. Allez. Soy una mujer capaz, soy una mujer de paz, soy una mujer atrás, soy una mujer rapaz, soy una mujer veraz, soy una mujer te vas, soy una mujer tendrás. Soy hombre también, soy hombre de bien, soy hombre, soy quien soy, quien hoy. Hoy quien soy, soy alma rara para agarra, soy alma extraña. Yo soy el niño que da cariño, yo soy la niña, vino de la viña, soy la vida, ida, soy la vida, ida y vuelta. Yo soy el niño que da cariño, yo soy la niña, vino de la viña, soy la vida, ida, soy la vida. Y vuelta. Soy hombre también, soy hombre de bien, soy hombre, soy quien soy, quien hoy. Hoy quien soy, soy alma rara para agarra, soy alma extraña. Araña, una hazaña. Soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer.
C'était donc jour en direct avec, dans le studio de Campus Toulouse. Jour, un premier morceau en direct. Vous avez pas l'image, et si vous saviez dans quelles conditions, on n'a que 3 casques, on est 4. Éloigné beaucoup le micro. Et pour mettre le casque sur le contrebassiste qui est énorme, qui est immense, c'est un géant, il faut se mettre sur la pointe des pieds, et en plus il y avait le fil qui lui empêchait de jouer de l'archer. Mais enfin ils y sont quand même arrivés, c'est pour vous dire le talent de ces gens-là. Jour, de quoi parle cette chanson? C'est une chanson c'est une personne qui est femme, qui est homme, qui sait plus quoi elle est, mais elle est tout. Et elle est forte. Elle est forte. Elle est forte, elle est capable de tout surmonter, quoi. Et quand je parlais tout à l'heure peut-être de l'influence de Liassa dans vos compositions, c'est vrai que c'est ce style de chanson qu'elle pouvait aussi chanter. Il y a une filiation entre ce qu'elle faisait et la façon dont vous écrivez, ou pas du tout? C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, et je crois qu'elle a... Elle déjà, je la connaissais pas, mais je peux dire qu'elle m'a aidée dans ma vie, tu vois. J'avais jamais pleuré à la disparition de quelqu'un que je connais pas, là. Comme Liassa quand elle est morte. J'ai bien pleuré, et ça, elle va me manquer dans ma vie, parce que c'est de ces gens qui sont uniques avec l'artistique qu'ils font. Et après, je pense qu'on est bien différents. Hein. Ouais, mais c'est marrant parce que on a été amené à rencontrer plein de gens, peu par hasard comme ça, mais parce que Liassa, elle a commencé dans le cirque aussi, avec ses sœurs, quoi. Donc ils avaient une compagnie de cirque, Pocheros. Et c'est vrai qu'on nous le dit tous les concerts, et ils nous disent ouais, mais ça m'a fait beaucoup penser à Liassa, souvent. On nous dit ça. Et voilà, Freddy qu'on rencontre là, qui vient s'installer dans le Tarn. Et qui a joué avec elle. Ouais, qui était sur son dernier album, et qui avait un projet en duo avec elle quand elle est morte. Et voilà, enfin, c'est quelqu'un qui nous accompagne, quoi. Voilà. Pour revenir un peu à cet album, je le disais, il s'est fait dans des conditions un peu particulières. Il y a l'histoire du confinement, et c'est vrai que peut-être c'est un peu propice à se retrouver dans un studio, mais c'est vrai qu'en même temps, Jour, vous viviez quelque chose d'assez compliqué avec une maladie plutôt grave. Est-ce que ça se retrouve obligatoirement dans la musique et dans les morceaux tels qu'ils sont construits, et est-ce que la musique est vécue comme un exutoire et une façon de maigrir et de penser à autre chose, de maigrir, je sais pas, mais de penser à autre chose. De maigrir. Ah oui, j'ai maigri aussi. Oui, voilà, de vous guérir, oui, de vous guérir. De me guérir. Attends, je vais m'appliquer parce que mon français pourri là. Mais c'est vrai, j'ai eu comme Liassa, j'ai eu un cancer aussi. Mais je suis encore ici. Oui. J'ai eu un sacré truc, mais je peux pas dire que ça a été que mauvais, tu vois. J'ai jamais eu aussi d'inspiration, j'ai jamais écrit aussi tant de chansons en fait. Et après j'avais juste mes enfants aussi qui m'ont donné tellement de joie, et Julien qui était à côté de moi et qui m'a accompagné jusqu'au bout. Et je pense que c'était vraiment, des fois je me retrouve à dire, mais c'est super d'avoir un cancer. Non, mais c'est des fois, mais ça m'a donné une patate, une énergie. Et en fait, tu vois, je me suis fait plein de copains cancéreux. Et tout le monde, mais vraiment, ça, beaucoup de fois, quand c'est... Après, j'ai pas été trop malade dans ma chimiothérapie. J'étais pas malade parce que comme c'était à la tête, alors des chimiothérapies sont très différentes. J'ai eu la chance que ma chimiothérapie n'était pas complètement à me rendre malade. Et, du coup, ça allait. J'ai retrouvé mon... Julien? Ouais, ça se ressent dans la musique par rapport à ce que tu avais posé. Je pense pas dans les mots, plus dans une espèce d'intensité, quoi. Enfin, nous, juste rapidement, on s'est retrouvés quand même dans un enfer, dans un présent qui était devenu insupportable. Enfin,
Enfin, et du coup, et il y avait et faire de la musique à ce moment-là, c'était une manière de supporter ce présent. Voilà. Ouais. Et après, voilà, du coup, on a bossé, je me souviens d'après-midi qu'on a passé à écrire tous ces morceaux. Et c'était juste, enfin pour moi c'était vraiment un exutoire comme tu dis quoi, une manière de vivre ce présent qui était invivable. Et c'est vrai que ça se ressent aussi au niveau de l'intensité de la musique. Pour vous suivre depuis quelques années, c'est le premier album que je trouve très rock de votre part, très électrique. Il y a des solos, enfin des solos de guitare à la Marc Ribot, ça part dans tous les sens, mais il y a une intention au niveau des guitares électriques par exemple qu'on retrouve dans aucun de vos autres albums, où il y a vraiment une intensité, j'allais dire, très rock. Ouais, après on a aussi... Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. On a fait vraiment... Ouais, dans nos concerts, on avait toujours ce... Je pense que les concerts étaient plus rock que les albums, ou plus péchus, quoi. Et là, on a eu... voilà, moi je pense que c'est ça, c'est une espèce d'énergie de vie, quoi. Énergie forte. Donc ce Sangria vient de sortir, c'est quand même encore, vous avez pas de peau, mais c'est un drôle de moment pour sortir un album. Écoute, nous on est prêts, on est dans les starting blocks, là, et on continue à bosser sur d'autres trucs, mais tout ça c'est là, on a des super copains musiciens avec qui on a bossé tout ça. Je trouve plus dur, tu vois, là, le Covid, je le vis vraiment pas bien. Oui, parce que sortir un album et pas pouvoir le défendre sur scène, c'est quelque chose d'un peu compliqué pour des musiciens. Ah oui, non, mais pas pouvoir aller sur scène, pas pouvoir aller dans les théâtres, c'est terrible pour moi, ça c'est dur. Là, Là, je suis pas bien. C'est pour ça aussi que vous êtes précipité pour venir dans ce studio pour pouvoir jouer un peu. On peut peut-être en écouter un deuxième et on reprend la discussion juste après. Donc voilà, c'est toujours nos invités du jour pour un deuxième morceau en direct. Cette fois, jour, il va s'agir de quoi ? Tout a changé. Tout a changé, oui, tout est en train de changer, ça je vous confirme. Allez. Tout a changé au beau milieu de la phrase. Les arbres se sont couchés comme ça sur le côté, comme elle est belle, cette fille qui court dans la cour. Tout a changé. Dans un souffle coupé, un avion de chasse passe et tout se casse. Comme elle est belle, cette fille qui court toujours. Tout a changé. Au beau milieu de la phrase, les mots se sont couchés comme ça sur le papier. Comme elle est belle, cette fille qui court pour toujours. Comme elle est belle, cette fille qui court pour toujours. Comme elle est belle, cette fille qui court pour toujours.
Et merci beaucoup pour ce deuxième morceau. On en écoutera un troisième. Il nous laisse le temps. J'espère qu'on n'a pas plombé l'ambiance. 5 minutes. Ouais, justement, plomber l'ambiance. Les textes, alors, c'est des textes très, très poétiques, mais avec... Ça donne la patate, quand même. Voilà, ça peut donner la patate, pas tous, mais ça peut donner la patate. Mais ce qui peut être aussi intéressant dans votre écriture, c'est que c'est à plusieurs sens. Il y a cette chanson stationnaire qui ouvre votre album, où à la limite, c'est une description de quelqu'un qui regarde la nature, mais en même temps, on peut se dire, tiens, c'est pas que la nature qu'elle regarde, elle nous renvoie ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que vos textes jouent toujours sous ces deux sens-là, une description ou une évocation des travers de l'époque, mais en même temps, une description assez poétique d'un moment de vie ou d'un moment de nature ou de balade. C'est des choses qui sont voulues au moment de l'écriture ou c'est simplement c'est simplement dans la tête de l'auditeur qui se fait aussi du cinéma. Moi, je sais que je suis très... j'ai besoin de ça, quoi. Moi, j'ai besoin qu'il y ait de la place. Quand je vois quelque chose, en fait, si je comprends tout déjà... je comprends tout, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Moi, j'aime bien quand il y a des... J'adore Bachung... les textes de Manset, pour ça, des textes où il y a vraiment de la place pour tomber, quoi, tomber dedans, quoi. Donc voilà. Mais après, ce texte dont tu parles, je sais pas, ils s'écrivent, ils prennent du temps en stationnaire. C'est un texte que j'écris petit à petit, j'y reviens et puis je vis autre chose et puis je sais pas. Non, c'était je sais pas, mais c'est quelque chose. C'est un texte qui se compose comme ça. C'est un texte qui témoigne d'un moment de vie, mais long. Il y a plein d'émotions, plein de choses qui sont contenues dedans. Et c'est vrai que le double sens, c'est toujours quelque chose d'étonnant parce qu'on a l'impression aussi que ça peut être de l'écriture automatique, du collage, mais il y a cette idée-là d'un texte qui peut avoir plusieurs sens. Voilà, et après... Oui, à la maison, il a toujours des phrases partout. Tu vois une phrase... Un autre papier, il y a une autre phrase, après il y a un autre... Tu dis merde, un papier par terre, il y a écrit une phrase. Faut pas le jeter. Alors que jour, elle prend une feuille et elle écrit une chanson, la Soy una mujer, elle prend la feuille et elle envoie la chanson. Et après elle met point final et le texte est fait. Et c'est là, voilà. Et j'ai la musique déjà dans la tête. À 6h du matin, je me réveille, poum. Ah ouais, ça doit pas être toujours facile à vivre, ça. 6h le matin. Et voilà, par contre, voilà, en stationnaire, il y a cette phrase qui est là, on ne réveille pas une femme qui dort dans un train. Et voilà, donc il y a ça. Enfin, il y a toujours quand même des choses fortes dedans, quoi. Donc, je le disais, Sangria, un album qui vient de sortir, avec une tournée qui se préparera à un moment donné. Sur scène, vous allez vous présenter comme vous présentez ce soir, c'est-à-dire un trio, où il va y avoir... il y a un peu d'électro, par exemple, dans cet album-là. C'est des choses que vous voulez amener sur scène ou pas du tout? On a transformé l'électro en batterie, et c'est Frédéric Cavalan. Oui, d'accord. Lui, c'est... Oui, Frédéric Cavalan, qu'on a connu ici beaucoup pour être le batteur de Puccinella, mais pour plein d'autres choses. Nous, on l'avait rencontré à Myris. Quand on l'a vu, c'était à Myris, un concert d'Éric Larraine. Voilà, c'est là qu'on a eu envie de... Il a aussi joué avec Éric Larraine, avec Éric et ses enfants, à cette époque-là. Et du coup, on a deux formations. Là. On a une formation en trio parce qu'on aime bien être... nous, on aime ça, pouvoir aller jouer partout. C'est ce qu'on se disait avant l'émission, ça nous manque de ne pas pouvoir aller jouer en ville, dans les bars et tout. Donc on a cette forme en trio avec Bacchus qui est là. En fait, direct, on n'a même pas eu besoin de répéter. Direct, les nouvelles chansons qui étaient quand même, on avait super peur parce qu'il y avait beaucoup d'électro, beaucoup dans le disque, il y a vraiment un gros travail de bruitage, de trucs. Et en fait, avec Bacchus, c'était, mais direct, ça marche, c'est bon, on peut aller sur scène. Elles étaient comme super faciles à... Et on a une deuxième formation à 6, donc voilà, avec batterie, guitare électrique. Donc, après, il y a un tubiste, Daniel Malavergne, donc Bacchus qui est là aussi, et Jour et moi. Voilà, donc on est à 6, on a une forme à 6.
Voilà, pour les concerts de la tournée. Ouais. C'est un truc de fou. Et ça, il nous tarde de pouvoir venir le vérifier sur scène. Ce que je vous propose, c'est de passer à la suite de cette émission, c'est-à-dire la chronique de notre bon professeur Thibaut, et puis de finir l'émission tout à l'heure avec vous, avec un dernier morceau en direct. Fred Thibaut, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir. Il n'y a pas de jingle ce soir. Non, on l'a oublié, mais bon, c'est pas grave. Déjà, vous avez le micro. Mais alors c'est déjà alors pas mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Ah ouais, ça devient n'importe quoi, mais c'est normal, on est en plein couvre-feu. Surtout que vous m'aviez annoncé qu'il fallait que je parle de Blaxploitation. Et oui. Et non, et c'est la semaine prochaine. Et alors, du coup, j'arrive, j'entends parler espagnol. Mais alors, si j'avais su, moi, je vous aurais trouvé un film de loup-garou espagnol tourné dans les Pyrénées. Mais ça existe. La Marca del Hombre Lobo. Ah oui. Avec Paul Naschy. Oui, joli. Oui. Et je suis désolé parce que la Blaxploitation, je me suis trompé d'une semaine. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Vous allez la voir là. Moi, je suis désolé. Je me sens très peu d'improviser sur le loup-garou espagnol. Bon, très bien. Il mérite un certain travail quand même. Oui, et un certain respect. C'est vrai, parce qu'on ne se moque pas du loup-garou, surtout espagnol. Non, mais peu de gens le croient, mais c'est vrai qu'on a tourné des films de loup-garou dans les Pyrénées dans les années 70. Ah ouais. Et oui. Eh bien, vous nous en parlerez la semaine prochaine. Puis des vrais loups-garous, tout poilus, tout ça. Ah ouais. Ouais, très méchants, avec des dents, des griffes et tout. Enfin, le loup-garou, quoi. Ouais. Une espèce d'animal à pas rencontrer dans les rues un samedi soir tout seul. Ouais, tout à fait. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous fais un panorama rapide Blaxploitation? Ah ben oui. Voilà, donc alors je vous avais amené quelques parce qu'on va le dire comme choses. Ça, la semaine prochaine on parle de Blaxploitation puisqu'on reçoit un musicien, Arthur Guillard, qui vient de composer de la musique dans ce style-là. Vous voulez que j'en parle vite et puis j'en remets une couche la semaine prochaine? On peut le faire comme ça, mais pas trop vite quand même non plus. Pas trop vite quand même, voilà. Allez, je vous avais amené enfin plein de petites choses. Déjà dites-nous qu'est-ce que c'est ce style-là? La Blaxploitation, qu'est-ce que c'est? Alors ça appartient, on dit que ça appartient aux années 70, mais en fait c'est un peu faux, ça remonte beaucoup plus loin. La Blaxploitation telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'on l'a définie aujourd'hui, c'est dans les années 70, il y a tout un pan de la culture noire en fait qui a été mis en évidence à travers toute une série de films de genre en fait, où les acteurs noirs pour une fois donc avaient le premier rôle, puisque je vous rappelle que alors la Blaxploitation c'est quasiment uniquement fait aux USA, il y en a très peu ailleurs, et que tout simplement que les acteurs noirs étaient cantonnés jusque-là dans des seconds rôles ou des rôles de sidekick, on va dire, et que là pour la première fois on va dire que ils tenaient le haut du pavé quoi, voilà. Alors le maître étalon c'est Shaft, pour ne pas le nommer. Il y a un petit film indépendant qui est sorti juste un petit peu avant qui s'appelait Sweet Badass Song de Melvin Van Peebles, qui lui était par contre un film très militant. Shaft, on est dans le pur cinéma de genre, donc c'est un détective privé qui enquête dans les quartiers noirs, et c'est vrai que ces films étaient réservés à une population noire. C'est assez étonnant ça aujourd'hui par exemple, c'est des films qui seraient quasiment impossible à faire, ce serait même jugé je pense assez incorrect. Très bizarrement. On parlerait de ségrégation pour exactement. Et et donc on a fait tout un tas de films comme ça avec des héros noirs, des héroïnes noires qui se battaient contre des blancs racistes la plupart du temps, ou des flics corrompus, ou notamment dans un de mes préférés qui porte un magnifique titre, ça s'appelle Les Démolisseurs. Alors là, on fait pas dans la finesse du tout. Alors Les Démolisseurs, c'est un film qui est génial parce que ça réunit au casting, il y a Jim Brown, Fred Williamson et Jim Kelly. Vous imaginez ça, qui étaient quand même trois grandes stars de la Blaxploitation.
Vous me regardez avec les grands Ah yeux oui, là, parce tout que le là, monde. parce que les trois noms pour moi sont complètement inconnus au C'est bataillon. vrai, la ceinture noire avec Jim Kelly, ça vous dit rien? Ah oui, d'accord. Oui. La ceinture noire, enfin, oui, bon, Jim bref, Kelly, non. là c'est un peu la dream team de la Blaxploitation, alors qui se réunit donc dans Les Démolisseurs, un film de Gordon Parks Jr., un des rares réalisateurs noirs qui réalisait des films de Blaxploitation. Ça aussi, il faut le préciser. Et alors là, on peut pas dire que ce soit un bon film, mais je passe tout à ce film. Pourquoi ? Parce que le sujet vaut son pesant de cacahuètes, car nous avons une organisation néo-nazie qui a embauché un docteur un petit peu dingo, hein, comme tous les docteurs. Il faut rappeler que les médecins sont quand même zinzins. Surtout au cinéma. Voilà, surtout au cinéma. Et là, que fait ce médecin ? Il invente une sorte de poison, en fait, que les néo-nazis comptent mettre dans tous les réservoirs d'eau des États-Unis pour, bien sûr, tuer toute la population noire. Ouais. Et c'est aussi simple que ça. Ouais, et alors, on a nos trois héros, en fait, qui vont coller une peignée à ces branleurs de néo-nazis, qui sont un peu feignants en plus. Ils sont un peu nuls, là, pendant tout le film. Donc, alors ça, c'est absolument formidable. Voilà. Alors là, il y a du gros biscotto, on sort le flingot, et ça pète des bras, et moi, je trouve ça absolument formidable. Jubilatoire. Ah, mais c'est complètement jubilatoire. Voilà. Alors ça, c'est sur un petit coffret, là, voilà, où il y a 4 films. Et alors, justement, il y a La Ceinture Noire, avec Jim Kelly. Ouais. Mais alors, Jim Kelly, vous allez me dire, mais là, je vais vous raviver vos souvenirs de cinéphile, si vous êtes un vrai cinéphile, parce que Jim Kelly, il avait été sidekick, et il avait été sidekick de Bruce Lee, bien sûr. Ben oui. Mais dans Opération Dragon. Tout à fait. Mais alors, ce grand noir gigantesque. Mais oui, c'est lui. Qui essaie de foutre une peignée à Bruce Lee, mais qui n'y arrive pas. Il se bat pas contre Bruce Lee, il est gentil. Justement, il est très 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 gentil. Et alors, c'est donc cette Opération Dragon qui a lancé la carrière donc de Jim Kelly. Voilà, qui est un acteur absolument formidable. Un bon karatéka, mais pas très bon acteur. Mais ça en fait quand même un très bon acteur. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors sur ce coffret là où il y a 4 films de Blaxploitation, il y a aussi un truc très très curieux qui est la suite en fait de La Ceinture Noire. Alors le titre original c'est Hot Potato, donc voilà, patate chaude. Mais alors le titre français que j'ai noté quelque part, je ne sais plus où je l'ai noté. Faut pas karater la queue du tigre. Ah oui, d'accord. Alors ça c'est le titre français. Si vous comprenez, si vous arrivez à décrypter le sens du titre. J'aurais préféré patate chaude, ça aurait été voilà, plus simple. Ça m'intéresse fortement. Donc voilà, alors la Blaxploitation, ça s'étale sur des années. C'est un petit peu mort à la fin des années 70. Il y a eu quelques petites résurgences comme ça, notamment un formidable Original Gangstas de Larry Cohen qui a été fait en 96. Là aussi, moi j'aime bien les Dream Team. Alors là, on a Fred Williamson, Jim Brown, Richard Roundtree et Pam Grier. Alors Pam Grier, c'est formidable. Et ça c'était, alors en 96, il faut rappeler que ce quatuor d'acteurs là était pas très frais, mais c'est bien parce qu'ils viennent coller une déculottée aux jeunes. Et alors ça c'est bien, parce que moi j'aime pas trop les jeunes. Et plus ça va aller, moins on va les aimer. Exactement, c'est ce que je me dis. J'ai fêté mon anniversaire il y a pas longtemps et je m'en suis vraiment rendu compte que j'aimais pas du tout les jeunes. Bref, ça c'est un autre souci. Allez, la crise de la cinquantaine, ça arrive à tout le monde. Alors Fred. ça c'est très bien, Original Gangstas. Donc ça vous pouvez avoir ça illégalement, faut pas hésiter parce que les DVD français ne rendent pas justice donc à la qualité du film. Donc Pam Grier qui était la fameuse Kofi, la panthère noire de Harlem, Black is Beautiful, je vous le rappelle. Voilà, elle se bat contre des méchants trafiquants de drogue. C'est un film de Jack Hill. Ça c'est exceptionnel. Et je vais terminer très très vite par un truc plus récent. Alors ça c'est pour les gens qui ont Netflix. Si vous n'avez pas Netflix, de toute façon vous en foutez parce que vous allez télécharger sur le net. Il y a quelque chose qui traîne sur la plateforme qui s'appelle Dolemite is My Name, qui est un film donc de 2019 de Greg Brewer, que je ne connais pas personnellement en tout cas, et qui marque le retour de Eddie Murphy. Et alors Eddie Murphy qui est dans le rôle, alors là, il va falloir que j'explique un petit peu, qui est dans le rôle donc qui joue Rudy Ray Moore. Qui était Rudy Ray Moore? Rudy Ray Moore était un chanteur, était un producteur, était un réalisateur qui a créé un personnage qui s'appelle Dolemite. Donc
basiquement, c'est lui, qui est une espèce de surhomme noir, mais un peu ventripotent, qui fait du karaté, mais il sait pas trop faire de karaté, mais lui, il est persuadé qu'il sait faire du karaté, et donc qui a enchaîné toute une série de films comme ça, à tout petit budget. C'était une espèce de famille. Les films étaient faits avec 4 bouts de ficelle. Ça a extrêmement bien marché aux États-Unis dans les années 70. Et bien, ça, c'est ce qu'on appelle un biopic. Ça retrace donc toute la carrière donc de Dolemite, Rudy Ray Moore. Les deux se confondent. Et je vous garantis que c'est un excellent film. Voilà. Black is Beautiful. Et ça à voir donc sur Netflix. Et ça, c'est à voir sur Netflix ou illégalement. Voilà. Et la deuxième tranche de Blaxploitation, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà, je vous parlerai de ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire c'est les films donc noirs américains des années 30. Ah oui. Comme quoi la Blaxploitation, c'est plus ancien que les années 70. Alors là, c'est un petit peu plus pointu, mais voilà, mais il y a quand même de très très bonnes choses là-dedans, notamment les films d'Oscar Michaud. Et peut-être que la Blaxploitation version les années 70, ce qui a été remarquable, c'est les bandes de son, et c'est vrai que c'est l'arrivée de tout le funk et de toute la musique. On va, avant de finir avec, on va peut-être passer un album qui sort aujourd'hui. Et par les temps qui courent, un album qui sort aujourd'hui, il faut quand même les fêter. Mathias Ember, vous en parliez tout à l'heure. Ember sort son album aujourd'hui. C'est l'histoire d'un enfant de 300 000 ans, c'est le titre de cet album. On vous passe à Caramel Mou un morceau depuis un petit moment, assez régulièrement, c'est Tous les crocodiles. Là, on va écouter le morceau titre de cet album, donc Mémoire d'un enfant de 300 000 ans. Le nouvel Ember sort aujourd'hui avec quand même un quartet assez étincelant. Mathieu Jarzowski au violon, Laurent Paris à la batterie, Bruno Zarn à la guitare et Ember à la contrebasse. Et l'album est superbe, somptueux. On écoute tout de suite ce morceau-là. Et après c'est fini. Les espaces de travail, la destinée sur des rails et les bonnes manières. Ou l'éducation civile, les obligations débiles, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les technologies de pointe, les numéros, les empreintes, les horreurs ordinaires. La semaine prochaine, et là, il y a... Sans les effets spéciaux et les réseaux asociaux, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se taire? Et je donne les 2 concerts. Voilà. Et oui, parce qu'il fait 4 minutes. Et les concerts que l'on peut écouter, il y a des concerts, mais tout sur vidéo, bien entendu. Et ouais. L'humanité qui s'écrit, nouveau, c'est depuis qu'il a monté d'une vieille histoire. C'est depuis qu'il a monté ce quartet. Le reflet froid d'une lame qui se glisse au fond de l'âme, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? Vraiment. La réalité féroce de la peau et puis de l'os comme une ombre au miroir. Très attachant. Le vieillissement du corps, la photo d'un enfant mort, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir pour le croire? Non, vraiment, c'est super.
Voilà, donc c'est les mémoires d'un enfant de 300 000 ans, extrait du dernier album de Ember Ember, qui répond au joli nom de mémoire d'un enfant de 300 000 ans. Je rappelle la formation: Mathieu Wierzchowski au violon, Bruno Zarn à la guitare et Laurent Paris à la batterie, aux percussions. Absolument nécessaire dans une bonne discothèque, cet album, donc qui sort aujourd'hui. Et puisqu'on parle d'Ember Ember, il devait être programmé dans le cadre de Détour de Chant. Évidemment, le concert a été annulé, vous comprenez pourquoi. Par contre, les gens de Détour de Chant ont eu la bonne idée de faire une captation vidéo qui sera disponible, qu'on a déjà vu en direct la semaine dernière, enfin qu'on a vu en différé d'un jour la semaine dernière, et qui sera disponible sur le site de Détour de Chant à partir de fin février. Donc là, vous pouvez aller voir ce concert enregistré au Théâtre des Mazades il y a une semaine pour Ember Ember. Et puis, puisqu'on parle de concerts, et bien des concerts, il y en a encore quelques-uns. Évidemment, ils sont toujours à des endroits qui ne sont pas prévus pour. Et par exemple, la Cave Poésie organise des concerts depuis sa salle qu'ils diffusent sur la web radio qu'ils ont montée, Radio Cafpo. Et par exemple, tous les jeudis à 12h30, il y a la retransmission de la pause musicale, cette série de concerts organisée par Joël Saurin, d'habitude à la salle Sénéchal. Et bien tous les jeudis à 12h30, il y a le concert qui est donné en direct depuis la Cave Poésie sur la web radio Radio Cafpo. Et la semaine prochaine, eh bien, il y aura Amour Vache. C'est un projet de David Béchard et de Gilles Favreau autour de chansons d'amour plutôt acides. Et ça, c'est tous les jeudis, 12h30 sur Radio Cafpo, une web radio. Ce soir, un live, un concert en direct, en streaming, avec Eka, la chanteuse dont nous parlions tout à l'heure, et Julie Sharp, une chanteuse qui est plutôt chanteuse folk. Et ça, c'est sur le site du Bolégason, la salle de spectacle de Castres. Donc là aussi, à partir de 20h30, branchez-vous sur leur site et vous aurez donc droit à un concert de Eka et de Julie Sharp. 2 sets séparés. Et puis demain soir, sur Campus, sur cette radio, à partir de 21h, il y aura le concert qui devait être donné dans le cadre de la programmation en pavé dans le jazz. Donc ça commence à partir de 21h. C'est quelque chose qui a été enregistré la semaine dernière dans ces locaux, et c'est un trio musique impro qui jouera demain soir avec J.V. Montgomery au sax et à la flûte. C'est un musicien de Chicago, Édouard Perrault, un batteur, et Didier Petit, un violoncelle, et ça dans le cadre de l'opération The Bridge. Donc voilà, donc ça c'est sur Campus à partir de 21h. Voilà, l'émission est quasi terminée. On va se quitter avec un dernier morceau de Jour, que l'on remercie d'être passé dans ce studio et de nous avoir joué dans des extraits de leur dernier album Sangria, qui est sorti fin novembre 2020. Je vous laisse les micros pour un dernier morceau. Et le morceau Jour, cette fois, c'est quoi? C'est... Comment il s'appelle? En stationnaire. Voilà. Un stationnaire, le morceau dont nous parlions tout à l'heure. Merci. Un stationnaire, j'observe les traces du vent dans les pays. Un stationnaire, j'attends le retour de vagues dans le pays. Je vous donne des nouvelles à la volée. Je vous lance des nouvelles à la volée. Un stationnaire, j'écoute. Elle est partie comme un coup de fusil. Trop de lumière, pas assez d'oiseaux. Le confort pour les chiens, on ne réveille pas une femme.
vete con un pajarito, vete con el gato negro, vete con el vecino, pero vete lejos. À stationnaire, j'observe les traces du vent dans le pays. La chaleur est épaisse, cette nuit est une messe. Je la regarde décoller, cette fusée dans ce corps de fée. Vete con un pajarito, vete con el gato negro, vete con el vecino, pero vete lejos. Vete con un pajarito, vete con el gato negro, vete con el vecino, pero vete lejos. Vete con un pajarito, vete con el gato negro, vete con el vecino, pero vete lejos. Vete con un pajarito, vete con el gato negro, vete con el vecino, pero vete lejos. Vete con un pajarito, vete con el gato negro, vete. Merci Jour pour ce dernier morceau et bon retour dans vos montagnes tarnaises. Bon, je rappelle que pour Jour, les montagnes, ça commence à Vaourde. Je vous raconte pas quand elle va passer le Galibier. En tout cas, bon vent et au plaisir de vous voir bientôt sur scène. Merci à toi. Merci. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Nous allons rentrer à la maison avec nos papiers dérogatoires de circulation. On se retrouve, on l'espère, en direct la semaine prochaine. Bye. Caramel.